Après le Covid, soigner dans les limites de la simple médecine, tel est le sujet qui m'a été attribué. Alors bien sûr, il y a un premier problème qui se pose. Nous ne sommes pas vraiment après le Covid, mais encore dans le Covid. Et il est d'ailleurs probable que nous ne serons jamais plus après, mais toujours dans. Tout simplement parce que cette nouvelle maladie est désormais bien implantée et qu'elle ne va pas disparaître d'un claquement de doigts. Le Covid a débuté de façon épidémique, il est en train de devenir une maladie endémique. Nous allons donc désormais vivre avec le Covid, comme nous vivons avec la grippe ou avec le cancer. Cependant, même si nous ne vivons plus tout à fait comme avant, en témoignent ces masques disgracieux, ces passes sanitaires plutôt déplaisants, nous ne sommes plus à l'évidence au cœur de la crise. Je vous propose donc de commencer par un survol de ce que nous avons vécu à l'hôpital pendant ces derniers mois. Et pour rester au plus près de la réalité, je parlerai de manière assez étroite de mon institution, le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Et ensuite, nous essaierons de voir ce que cette expérience nous a appris des limites en médecine. Je parlerai beaucoup des limites matérielles, parce que je pense que la philosophie doit être incarnée. Donc je vais parler beaucoup des limites matérielles que nous avons rencontrées, et je vous laisserai peut-être un peu plus dans le flou et dans l'imagination vis-à-vis des limites théoriques ou spirituelles. Le début de la crise, ce qu'on a appelé la première vague, a été l'occasion d'une incroyable explosion d'énergie à l'hôpital. Certes, la situation était difficile, mais elle était aussi excitante. Confrontés à une quasi-médecine de guerre, les soignants ont opéré une réorganisation prodigieuse. Début mars 2020, quand la vague touche l'Île-de-France, tout va très vite. Le 19 mars, 80% des blocs opératoires ferment. Les chirurgiens, dont je suis, annulent leur programme froid, afin de libérer le personnel, anesthésistes réanimateurs et infirmiers spécialisés, qui sont requis par les soins intensifs Covid+. Le nombre des lits en réanimation double en 15 jours, notamment en équipant des secteurs avec du personnel et du matériel, notamment des respirateurs, libérés par la fermeture des blocs opératoires. Certains services deviennent Covid+, d'autres Covid-. À la Pitié-Salpêtrière, qui est une très grande maison, on appelle ça un hôpital pavillonnaire, il y a plusieurs pavillons. C'est facilité par le fait qu'on peut séparer certains bâtiments qui deviennent Covid+, d'autres qui resteront Covid-. Les services vont mutualiser leurs moyens, transférant chaque jour des patients d'un secteur à l'autre. Ceux qui travaillent dans des services à l'arrêt changent de spécialité pour donner un coup de main dans les services en tension. Les urgences sont réorganisées avec des circuits séparés. Bientôt, de l'aide va affluer depuis la province, la médecine de ville ou les facultés de médecine. Il est notable que cet immense effort d'organisation qui voit des services entiers apparaître en une journée, des transferts de personnel et de matériel se concrétiser immédiatement, cet effort admirable doit tout aux soignants, médecins et cadres de santé. Tétanisés par l'ampleur de la crise et la crainte des conséquences de mauvaises décisions, l'administration reste prudemment en retrait. Elle ne parle plus management, business plan, discipline budgétaire, ni compression de personnel. Elle s'attache à satisfaire les demandes médicales, revenant à son cœur de métier, l'intendance. Et dans ce rôle, les administratifs font merveille. Ils luttent contre la pénurie de matériel, de masques, de médicaments. Ils diligentent les travaux qui leur sont réclamés, notamment mettre des écrans de protection un peu partout, faire des séparations. Ils rendent possible ce qui était impossible hier encore. Téléconsultation, installation de matériel informatique, recrutement de personnel, heures supplémentaires, livraison de repas, signalétique, information, logistique en tout genre. Les lignes de crédit se fluidifient, le personnel afflue, tous les blocages se lèvent. Les services techniques, le biomédical, la pharmacie, la lingerie, la restauration, la gestion des déchets, tous rivalisent d'inventivité pour faire fonctionner quand même les services de soins, malgré les tensions sur les approvisionnements. On revient à l'unité de base de fonctionnement hospitalier, le service, oubliant les pôles, les DMU et autres monstruosités qui avaient été élaborées par les plans de restructuration successifs. Et au miracle, les services coopèrent, les chefs de service se parlent, les équipes travaillent ensemble. Après quelques mois de ce rythme effréné, on était quand même très fatigués, enfin certains étaient très fatigués, d'autres étaient au contraire très paralysés.
Mais en tout cas, après quelques mois de ce rythme effréné, c'est à peu près l'été 2020, et l'été a apporté une certaine détente. On est presque revenu à la normale, ou du moins on a fait semblant de croire qu'on était en train de revenir à la normale. Le programme est cependant surchargé. Alors là, je parle beaucoup pour les chirurgiens dont je suis. Donc le programme opératoire était très surchargé par les patients qui avaient été décalés pendant la crise, au prix parfois de retard de prise en charge préjudiciables. Mais on a fait contre mauvaise fortune bon cœur. On imaginait naïvement, enfin on l'imaginait plus ou moins, que le monde d'après allait tirer les enseignements de la crise pour ne pas répéter les erreurs du monde d'avant. À vrai dire, pour qui sait voir, les signes annonçant les désillusions à venir sont déjà là. C'est l'époque du Ségur de la santé, vaste fumisterie qui déjà ne trompait personne. Automne 2021, deuxième pic épidémique, deuxième confinement, deuxième coup d'arrêt sur le fonctionnement de l'hôpital. L'ambiance est maintenant tout autre. La lassitude a remplacé l'excitation. L'écœurement commence à poindre. L'unanimité entre soignants se fissure. Les autres spécialités que la réa, la pneumo, l'infectieux, ce qui fait quand même pas mal de monde, relèvent la tête. Ce qui était bruit de couloir devient mugissement. Les autres malades ont pâti de la priorité accordée au Covid. Et les autres spécialités aussi. Le Covid a effectué un renversement dans les hiérarchies, renversement qui fait grincer les dents. Il n'a pas été perdu pour tout le monde, a-t-on l'impression. Budget, matériel, postes, les postes de médecins ou de paramédicaux. Il est bien évident que les moyens qui ont été donnés à la réanimation ont été pris quelque part, c'est-à-dire aux autres spécialités. Et puis, il y a le bouleversement des hiérarchies décisionnelles. Depuis la crise, les réanimateurs, pardon Cyril, les réanimateurs décident de tout pour tout le monde. Vis-à-vis des chirurgiens, par exemple, le climat se tend. Quand ce sont les anesthésistes qui vous disent ce que vous devez opérer ou pas, ça agace. Dans les couloirs des services sacrifiés, les R, ceux qui ne travaillent plus, et les collègues désœuvrés se rencontrent et posent toujours la même question. Vous reprenez quand ? Reprendre une activité non Covid devient l'obsession des médecins et des chirurgiens. Pourtant, le rythme est moins soutenu qu'au printemps. Il y a moins de problèmes de matériel, moins de déprogrammation d'intervention, moins d'engorgement aux urgences et en réa. Mais l'impression d'avoir été grugé commence à être exprimée par le personnel. On parle salaire, conditions de travail. Ceux qu'on applaudissait au printemps se demandent à l'automne s'ils n'ont pas été les dindons de la farce. Petit moment d'euphorie, du moins à la pitié, je dois le dire, à la sortie du deuxième confinement en janvier 2021. La vaccination tant attendue arrive. Dans mon institution, elle a été très bien organisée par la médecine du travail et elle a vite été rendue disponible pour tous les soignants. Les médecins se précipitent pour se faire vacciner, découvrant avec étonnement je dois dire, que l'ensemble du personnel ne partage pas leur enthousiasme pour cette avancée scientifique. Mais on montre l'exemple et la plupart des paramédicaux, infirmiers, aides-soignants, secrétaires, ils sont finalement gagnés par nos arguments. Pas tous, cependant, on le verra bientôt quand le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants entreront en vigueur. Depuis, malgré l'amélioration objective de la situation sanitaire, l'hôpital descend une pente inéluctable. Rattrapé par les restrictions successives qui n'avaient été que suspendues au printemps 2021, l'institution s'enfonce dans le marasme, et le personnel avec lui. Il est maintenant clair que le monde d'après ne sera pas meilleur, mais pire que le monde d'avant. Burn-out, dépression, arrêt de travail, revendications, grèves, démissions. Les soignants expriment leur désarroi comme ils peuvent. Ainsi, l'opposition à la vaccination, opposition imbécile sur le plan scientifique, s'il en est, qui témoigne simplement que certains refusent de continuer à faire des efforts, comme ils disent, sans rien recevoir en retour. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on ne voit pas la vaccination comme un effort particulier, on verrait plutôt ça comme une protection, et pourtant, certains le vivent comme l'effort de trop qu'ils refusent de faire. Démotivation, le mot est lâché. Démotivation à l'origine d'un cercle vicieux. Les mauvaises conditions de travail entraînent des démissions qui aggravent la charge de travail de ceux qui restent. Impossible de recruter en CDI, on recourt à des intérimaires qui coûtent 3 fois plus cher que les titulaires et qui sont souvent à la limite de l'incompétence. Écœurement des personnels, démissions, fuites,
parfois vers le privé ou hors de la médecine peut-être. Aggravation de la pénurie. Il faudrait augmenter l'attractivité, dit-on, de l'hôpital. Mais comment faire quand les salaires sont bloqués par la grille de la fonction publique ? Exemple absurde dans mon service de neurochirurgie, pour attirer des infirmiers au bloc opératoire, infirmiers qui nous font fortement défaut, notre patron a déniché une prime qui s'ajouterait à la rémunération des IBOD, infirmiers de bloc opératoire. L'administration accepte, avant d'expliquer que l'enveloppe salariale est fixe et que cette prime viendra en remplacement du paiement des astreintes nocturnes auxquelles le personnel est soumis, car nous opérons beaucoup d'urgences la nuit et nous avons du personnel mobilisable en cas de besoin. Ça a fait un flop, donc, cette histoire de prime. On ferme des lits faute de personnel. On vient d'apprendre, vous savez sans doute, que 20% de tous les lits en France, un chiffre affolant, sont fermés. 20% sont fermés, et ça entraîne... et en plus, il y a des disparités encore plus affolantes derrière ce chiffre. Et aussi, on ferme des blocs opératoires, ce qui entraîne des déprogrammations d'un côté, de l'autre, le chaos dans les blocs restés ouverts. Et aussi des consultations programmées ou d'urgence, avec à la clé l'incompréhension de nombreux patients qui déchargent leur frustration sur les soignants. Mais en même temps, il faut faire de l'activité, la sacro-sainte activité qui est l'indicateur ultime du bon fonctionnement des hôpitaux. Les chefs de service et de pôle sont confrontés à un véritable alternative du diable. S'ils diminuent l'activité pour l'ajuster aux moyens en personnel, on leur diminue encore les moyens et leur service entre en apoptose. S'ils maintiennent l'activité envers et contre tout, le personnel s'épuise et change de service, voire démissionne, et l'administration a comme seule remarque « vous voyez que vous pouvez y arriver avec moins de moyens ». Effondrement. Le système paraît se briser sur ses limites. Ça y est, j'ai retrouvé mon sujet, limites. Les limites matérielles, équipement, lits, personnel, c'est évident. Mais aussi limites morales. En définitive, ce que la crise a révélé et peut-être amplifié, c'est le fossé entre promesses illimitées et réalité matérielle bornée. Que les moyens matériels soient bornés est une évidence et ce n'est en rien une injustice. Il faut que ce soit un soignant qui le dise. La médecine coûte déjà cher, très cher, très cher. En France, en 2020, la consommation de soins et de biens médicaux représente, écoutez bien, 9,1% du PIB, soit 209,2 milliards d'euros, 3 109 € par personne et par an. Comment faire plus sans ponctionner d'autres domaines non moins importants ? Éducation, culture, aménagement du territoire, police, justice, défense. Il paraît qu'il faudrait faire mieux. Sans doute, mais la formule « faire plus avec moins, c'est faire mieux » paraît ce qu'elle est. Un slogan de bureaucrate acharné à matraquer les véritables producteurs de biens et services, en l'occurrence les soignants. Et être matraqué en permanence pour des raisons gestionnaires, c'est justement ce qui nous épuise. En vérité, leur organisation imposée, avec leur obsession des protocoles et des contrôles, cette pseudo-organisation nous désorganise. Avez-vous déjà cherché une infirmière dans un de nos services ? En général, vous la trouvez au bureau central, occupée à tracer, c'est le terme, ses actions, ou à faire ses trans. C'est-à-dire à écrire un petit truc qui permettront de voir si elle a vraiment travaillé. Elle ne travaille pas, elle montre qu'elle a travaillé. C'est-à-dire, elle dilapide du temps qui devait être consacré aux soins, aux vrais soins. Dans notre pays, la tension entre gestion et soins est à son maximum, proche du point de rupture, en tout cas largement entrée dans la contre-productivité paradoxale, bien connue depuis Illich. Mais au lieu d'affronter l'évidence que l'investissement en santé doit trouver une limite tôt ou tard et que cet investissement doit se réorienter vers le personnel soignant, qui est la véritable richesse de l'hôpital, le discours se perd en promesses plus utopiques les unes que les autres. Il ne suffit plus de tout soigner, il faut tout guérir. La maladie, le handicap, la vieillesse et même la mort sont devenus des scandales auxquels la médecine doit remédier. Rectifier la condition humaine est l'objectif de cette nouvelle médecine, rêvée et bientôt décrétée par les tenants du transhumanisme. Dans notre dernier colloque, nous avons parlé de cette utopie mortifère. Mortifère parce que vouée à se fracasser sur la dure réalité et en même temps dévalorisante pour ce que nous accomplissons malgré tout. Loin de calmer ces promesses d'illimitation, la crise du Covid les a, je crois, exacerbées. Pendant la crise, la société tout entière s'est mise à l'arrêt pour concentrer les forces sur la médecine. Le moyen, la médecine, est devenu la fin
de la société. On pourrait analyser ce renversement avec les mots consacrés par Karl Polanyi. La médecine n'était plus encastrée dans la société, mais la société encastrée dans la médecine. Quoi qu'il en coûte, Medizin über alles. Il fallait en particulier sauver la vie à tout prix, quelles que soient les conditions de cette vie, quel que soit son avancement, quel que soit son état. La vie nue était devenue le souverain bien. Pour ce faire, on n'a pas hésité à mettre la société en cage. Sécurité, protégée, cajolée, maternée, obligée, confinée, enfermée, interdire. Le nouveau principe de précaution, complète trahison du principe de responsabilité théorisé par Hans Jonas. À ce titre, le débat sur l'admission en réanimation des personnes âgées était surréaliste. Au nom d'un refus grandiloquent du tri entre patients, tri qui est pourtant le fait même de la décision médicale, le bon soin au bon patient. On a exigé une technique maximale déversée sur tous, sans réflexion sur le pronostic particulier. Toujours plus de réa paraissait une évidence, indue. Une épidémie se soigne avec des lits de réa. Cette demande est pourtant loin de faire l'unanimité entre médecins. Nous savons tous que les lits de réanimation sont massivement occupés par des patients trop âgés ou trop fragiles pour bénéficier vraiment de cette débauche de technologies invasives. Nous savons que la situation de ces patients est atroce et nous savons que leur pronostic, c'est-à-dire leur devenir, est catastrophique. La mort à court ou moyen terme n'est finalement pas le pire, mais surtout, chez les survivants, la dégradation irréversible de la qualité de vie avec des gens qui ne rentrent pas chez eux, qui restent dépendants et qui meurent dans les 6 mois suivant la réanimation. Là, il y a des statistiques effrayantes qui sont bien connues des médecins. Croyez-vous que les médecins sont satisfaits de ce qui s'apparente plus à de l'obstination déraisonnable qu'à des moyens justement proportionnés ? Croyez-vous qu'ils sont aveugles à l'acharnement thérapeutique, comme si cette notion était préemptée par les seuls militants de la DMD ? Les médecins sont-ils de purs techniciens, se querellant entre spécialités pour attirer toujours plus sur eux de gadgets techniques, sans considération des conséquences de leur application sur les patients ? Sont-ils si bêtes qu'ils confondent quantité de soins, de technologies, de durée de vie avec qualité ? Sont-ils si incultes qu'ils ignorent le concept de justice distributive ? Mais le système pousse les soignants, nous sommes poussés à nous insurger contre les limites matérielles en faisant assaut d'ambitions théoriques illimitées. Pourtant, les limites devraient se renforcer mutuellement. Limites théoriques, la technoscience ne peut pas s'affranchir de la condition humaine. Limites pratiques, tout ça consomme plus d'énergie et de moyens que nous n'en disposons. Mais non, on se console des difficultés pratiques que je vous ai décrites en rêvant à un infini théorique, qui est surtout un infini du désir. Certes, personne ne veut mourir ni vieillir, mais cela ne signifie pas qu'il y a un droit à l'immortalité ou à la jeunesse éternelle. Même si, avec notre médecine puissante et raffinée, on a effectivement repoussé ses limites. Mais quand la norme naturelle est pulvérisée, quel gouvernail y a-t-il encore pour la médecine ? Évidemment, cette situation contre nature ne peut pas durer. Il est dur le retour réel, limité, si banalement limité. Faire des promesses impossibles à tenir alimente la déception. Et la gestion des illusions perdues est tout sauf simple. Après avoir assuré que chacun a droit en même temps à l'excellence technique et à la bienveillance absolue, que tout est dû à tous, on se heurte à des patients, des malades devenus patients, usagers et bientôt clients. Clients jamais satisfaits, évidemment, et travailleurs, les soignants, pressurés au profit de ces clients irascibles. C'est le moment où la promesse intenable bascule dans le performatif. Alors le performatif, vous savez, c'est quand dire c'est faire, Par exemple, si je dis « je vous souhaite la bienvenue », cette énonciation se suffit à elle-même, elle est performative. En revanche, si je dis « j'ouvre la porte », la porte ne s'ouvre pas du seul fait de ce message. Ce n'est pas un performatif. Selon Austin, qui a écrit « Quand dire c'est faire », un livre que je vous recommande, c'est en plus très amusant, le performatif est la grande tentation d'une société où la communication prend le dessus sur la réalisation. La com est par essence illimitée. Privée du retour sur expérience de l'action dans le monde réel, cantonnée au virtuel, la com promet, flatte, enjolive, divague, monte aux extrêmes.
Ce nouvel opium du peuple ne coûte pas cher, alors pourquoi s'en priver? La com', c'est le mensonge érigé en droit de l'homme, à côté des autres droits de l'homme défendus mordicus par les grandes instances internationales comme l'OMS par exemple, qui estime que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de la santé ne relèverait-elle pas un peu de la com', c'est-à-dire du mensonge? Ne serait-elle pas un peu illimitée? Le Covid nous a-t-il fait toucher les limites de la médecine? En tout cas, il nous montre que la médecine sans limite s'effondre dans l'abîme. On le savait déjà, à vrai dire, mais l'épidémie a fait exploser les bornes ordinaires, nous confrontant de façon aiguë à des limites insurmontables. Limites insurmontables matériellement, limites insurmontables psychologiquement et limites inacceptables publiquement. Confrontés à ce triple blocage, nous sombrons dans l'amertume, voire la détresse. Nous revient-il de chercher des solutions pour résoudre ces problèmes? Prenons garde que chercher des solutions, c'est encore entrer dans un mode de pensée technique. C'est la technique qui est la grande pourvoyeuse de solutions. Alors, enfin, il paraît qu'il ne faut pas seulement critiquer, il faut proposer, au moins suggérer. Et nous autres médecins sommes des soignants, alors allons-y pour soigner l'hôpital qui en a bien besoin. La première chose sur laquelle je voudrais insister est le principe de subsidiarité. Les décisions, je crois, doivent être prises au niveau hiérarchique le plus bas possible, par l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés. On évite ainsi de déconnecter la décision de ceux qui devront la mettre en œuvre. Cela repose d'abord sur la confiance, qui en plus est gratifiante pour nous. Et cela économise contrôle et vexations multiples. Et surtout, c'est plus efficace que les décisions prises d'en haut. Car la centralisation administrative est à la fois trop théorique et trop dogmatique et trop pesante aussi. C'est exactement ce que nous avons vécu au cœur de la crise. L'auto-organisation au niveau des services a résolu des problèmes sur lesquels butait l'administration centralisée. L'hôpital rongé par la suradministration et la centralisation, c'est une évidence quand on fait des comparaisons. Par exemple, avec l'Allemagne, fréquent objet de rivalité mimétique, pour ne pas dire de honte nationale en France. Simplifier le millefeuille administratif, qui est la grande calamité française, cela vaut aussi pour l'hôpital. Pour ce faire, il y a certainement une question de taille. Excusez-moi de citer le titre d'un des livres d'Olivier Rey qui faisait la conférence inaugurale hier soir. Une question de taille. C'est assez évident que les grandes entités, comme l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, sont difficilement viables. Leur démantèlement commence même à être envisagé. On regarde de plus en plus du côté des ESPIC, établissements de santé privés d'intérêt collectif, structure plus petite, plus souple, moins corsetée par la rigidité du statut de la fonction publique. Par exemple, à Paris, la Fondation Rothschild, l'hôpital Foch, Saint-Joseph, des instituts anticancéreux comme Curie ou l'IGR. Ce sont des ESPIC. Quant aux ARS, Agences régionales de santé, elles représentent la bureaucratie centralisatrice dans toute son horreur, avec ses chargés de mission, ses chefs de projet, ses strates de compétences qui se mêlent de tout ou rien, ces réunions aussi vite qu'interminables, elles nous accablent au-delà de l'imaginaire. Il faut au minimum les dégraisser sérieusement. Et ne parlons pas des mutuelles et assurances complémentaires, dont on apprend actuellement que les frais de gestion absorbent plus de 20% des primes versées par les adhérents, 21% quand même pour les mutuelles, 25% pour les assurances. Actuellement, vous savez qu'il y a une discussion sur l'avenir de ces mutuelles, et ces chiffres qui viennent de sortir sont quand même terrifiants et ils reflètent ce que nous-mêmes ressentons de cette suradministration. Arrêtez donc d'emmerder les Français. Il est temps d'appliquer la célèbre injonction de Georges Pompidou, en particulier dans nos hôpitaux. Libérer les soignants d'un pouvoir administratif enivré de gouvernance, ce serait déjà une immense économie, un immense soulagement. Il est bien évident que l'intendance garde toute sa place, mais entre intendance et gouvernance, il y a certainement une limite à ne pas franchir. Autre nécessité, cette fois-ci de l'ordre psychologique, adopter un discours de vérité. Rompre avec la com. Et là, nous parlons vraiment pour nous-mêmes, parce que la com nous ronge, nous aussi. Arrêter de se rependre en promesses intenables. Et vraiment, je parle pour les médecins qui en usent et en abusent. Pratiquer la médecine ici et maintenant, ce n'est pas prendre nos désirs pour des réalités, ni redessiner la condition humaine selon notre fantaisie.
Cette sagesse doit être commune aux soignants et aux patients. Les uns ne peuvent cesser de promettre n'importe quoi que si les autres renoncent à exiger tout et son contraire. Oui, la condition humaine a une dimension tragique. Non, la mort n'est pas bonne et ne peut pas l'être. Les hommes meurent et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux, pardon. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux, dit le Caligula d'Albert Camus. Bouleversé par la mort de Drusilla, sa sœur incestueuse, il veut refaire le monde et sauver l'humanité. Mais ce premier mouvement qu'on pourrait croire généreux débouche sur une fuite en avant nihiliste. « Je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible », dit le jeune empereur. Cette démesure le fera bientôt tyran, avant qu'un complot mette un terme brutal à son règne sanguinaire. Pour éviter le destin de Caligula, il faut mettre en conformité limites matérielles et limites théoriques. Ce n'est pas parce que le monde paraît imparfait qu'on doit courir après la lune, l'immortalité ou je ne sais quelle autre lubie. Il faut travailler dans le monde tel qu'il est, avec le souci de préserver les ressources matérielles, et travailler sur soi pour se guérir de ces tendances à la démesure qui débouchent sur l'échec, le ressentiment et l'inhumanité. Oserais-je finir par un gros mot ? Décroissance. Voilà un mot jamais osé en médecine, mais qui me semble le seul antidote à la folie qui s'est emparée de notre système de santé. Il est temps de s'interroger sur la croissance illimitée qui le rend insatiable et ingérable. Que chacun revienne à sa tâche, sérieuse et modeste, qui est de soigner dans les limites de la simple médecine. Qu'on nous donne les moyens de cette tâche, rien de plus, rien de moins.